భూమి ద్వారా సఖ్యత పరులై సమాన పరులై మనమందరము కలుస్తూ అందరిది కూడా ఈ భూమి అని గుర్తించుదాం. సంస్కృతికి ఆచారాలకు వివిధ తీరులుగా ఉన్న మానవ జాతికి భూమి ఒకటే. అందరూ ఒకరికొకరు ముఖాముఖిగా ముందుకు సాగాలి. Unis, égaux, rassemblés par notre terre. Unis, égaux, rassemblés par notre terre et ouverts sur celle de tous. Une terre unique avec ses humains aux cultures différentes, mais tous face à face, unis. Mais tous face à face. Taluk de Moulbagal. État du Karnataka, Inde du Sud, janvier 2000. Être femme et Dalit. Paria en Inde et doublement opprimés. Dans leurs actions pour améliorer les conditions des leurs, les femmes Dalits font face aux gens de caste et aux hommes Dalits. Elles luttent au quotidien. Portent les espoirs qu'elles nourrissent secrètement pour leurs enfants, leurs familles, pour leurs propres droits et dignité. Le système de caste qui divise la société indienne est sans doute la hiérarchie sociale la plus ancienne du monde. 4 grandes castes. En haut, les brahmanes, les prêtres. 2, les guerriers et les dirigeants politiques. 3, les marchands. 4, les castes inférieures, chargées des travaux manuels. Le tout divisé encore en plus de 3000 sous-castes. Les Dalits, appelés intouchables ou hors caste, sont 17% de la population indienne. 170 millions de personnes présentes partout dans le pays. Être intouchable, c'est être en bas de l'échelle de la société. En Inde, à la naissance, on est pur ou pas. Pur, c'est le droit à l'éducation, à des fonctions, des honneurs. Impur, intouchable, c'est le travail du cuir, les opérations de nettoyage, les travaux les plus durs et les moins payés, dans les champs, dans les usines. Et surtout, pas le droit de regarder en face, de marcher avec des chaussures. Dans les rues, des gens de caste, pas d'accès aux temples, aux puits, aux lieux publics, aux maisons. Vivre dans un espace à l'écart du village. Même si un Dalit devient riche ou a un travail important, pour tous, il restera un intouchable. Un intouchable. La Constitution indienne de 1947 déclare « Contraire au droit à l'égalité, les discriminations reposant sur la religion, la race, la caste, le sexe et le lieu de naissance. » Cet article prohibe toutes les interdictions d'entrer dans les magasins, restaurants, tous les lieux publics bénéficiant d'un financement de l'État, les puits, les rues. L'intouchabilité est abolie dans son article 17. Le travail forcé est déclaré illégal par l'article 23. Une loi de 1989 met en place un dispositif juridique pour poursuivre les responsables de violences
contre les intouchables. Mais dans une très longue histoire, ancestrale et actuelle, lointaine et présente, infiniment complexe, beaucoup plus que ces quelques mots, les pires violences continuent, souvent impunies, viols et meurtres compris. Des enfants sont exploités jusqu'à 20 heures par jour, dans un travail forcé, jusqu'aux doigts déformés et à la vue diminuée. Écartés de l'école, ils sont dominés toute leur vie par des plus éduqués. Parce qu'ils sont nés impurs à côté d'autres qui seraient nés purs. J'ai décidé de faire un reportage photo sur le travail des enfants en Inde, un travail sur toutes ses formes, donc de montrer tous les métiers que pouvait exercer un enfant en Inde. Pour cela, j'ai dû prendre contact avec différentes ONG. Ça a pris 8 mois de travail en France pour les convaincre, pour avoir pour moi les contacts nécessaires afin de rentrer dans les usines ou les lieux les plus secrets, les lieux les plus cachés où il est difficile d'accès justement pour un occidental et surtout un occidental se baladant avec un appareil photo. Donc photographier dans ces lieux sans contact est impossible et puis de toute façon les personnes à l'entrée ne nous laisseront pas rentrer. J'ai donc pu approfondir un travail commencé depuis 1992 sur les familles en état de servitude pour dette employées dans les briqueteries. Donc, ces familles appartiennent en général, le plus souvent d'ailleurs, aux plus basses castes de la société indienne. Ce sont des Dalits et ils sont pour la plupart agricultrices. Souvent pour une mauvaise récolte ou la maladie de l'un des membres de la famille, pour constituer aussi la dot de leur fille, elles doivent emprunter une somme d'argent, souvent minime, à l'usurier du village. Donc afin de pouvoir rembourser une partie de la dette contractée, les taux d'intérêt étant extrêmement élevés et pouvant aller d'ailleurs jusqu'à 100%, ces familles sont dans l'obligation de migrer pour trouver un travail. Et elles sont souvent originaires du Bihar ou de l'Uttar Pradesh, de l'Orissa, qui sont les États les plus pauvres de l'Inde. Donc elles parcourent des centaines de kilomètres pour vivre 8 mois de l'année dans des baraquements insalubres, loin de leur village. Ce système est savamment entretenu par les gros propriétaires terriens et on peut l'assimiler à de l'esclavage car à la mort des parents, la dette retombe automatiquement sur la tête de leurs enfants et ainsi de suite de génération en génération. Les briqueteries du West Bengal comptent parmi les plus grosses de l'Inde. On en dénombre environ une cinquantaine et elles emploient chacune jusqu'à un maximum de 300 personnes. Là, les familles donc originaires du Bihar sont soit musulmanes, soit des tribus santales et travaillent du lever au coucher du soleil pour un salaire qui ne dépasse pas 50 roupies, à savoir l'équivalent de 8 francs. La plupart de ces familles étant illettrées, donc dans l'impossibilité de comptabiliser leur travail, elles se font en général exploiter par les gros propriétaires. L'Inde, demain le plus grand pays du monde. Plus d'1 milliard d'habitants,
la plus grande démocratie du monde, un informaticien peut gagner 20 000 roupies par mois. Sa secrétaire, 5 000. Et 600 pour une famille entière de Dalits employés par un propriétaire terrien. Uniquement dans la saison de pluie, 600 à 2000 roupies, seulement 3 ou 4 mois par an. Certains Dalits ont obtenu des terres, souvent peu fertiles, arides et sans irrigation. Cependant, 80% des Dalits sont ouvriers agricoles. Dans la plus grande démocratie du monde, tous n'ont pas accès à l'eau. Dans la tradition, Le puits se trouve dans le village, sous le contrôle des gens de caste. les Dalits n'y ont pas droit. Pas le droit de se servir directement de l'eau. Ils vont chercher de l'eau à la mare, à la rivière, éloignée et non potable, Les Dalits doivent se mobiliser. pour avoir droit au réservoir d'eau. On a rencontré une journaliste sur place à laquelle on a demandé pourquoi les droits de l'homme étaient autant bafoués dans ce pays. Et elle nous a répondu mais les droits de l'homme, quels droits de l'homme? Les vôtres, tu nais libre et égaux en droit, ça n'existe pas en Inde. Tu nais Dalit ou Brahman. Alors au début, les quelques premiers jours, on a pratiquement envie de pleurer à chaque coin de rue. Parce que, donc du coup, c'est ça qui est bizarre, c'est que donc, il y a cette espèce de période de transition où on se dit je dois m'adapter parce que sinon je reste pas. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui partent faire un voyage en vacances dans les hôtels où là on ne voit rien. C'est vachement beau. C'est luxueux, l'Inde, c'est magnifique. Et donc du coup, au bout d'un moment, on n'arrive plus à parler comme Enfin, il y a vraiment une période de transition où on a l'impression de ne plus être soi-même, parce qu'il faut changer. On a été visiter une ville de Dalits chrétiens qui ne vit que grâce à la mine d'or. Et donc c'est toute une ville, tous les hommes sont des mineurs. Et voilà par exemple le genre de dessin qu'on peut trouver sur les murs, leur tag. C'est la mort ils disent merci à la mort de venir les chercher tellement leur vie est insupportable. Ils cherchent à se faire reconnaître en tant qu'être humain vivant et non pas l'impression que j'en ai eue et les réponses aux questions que j'ai pu poser par rapport à la religion, c'est que en fait le système de caste existe parce que mythologiquement parlant, en fait, elles sont dues au démantèlement de l'être cosmique. C'est-à-dire que le brahman, donc la haute caste, c'est la tête, qui est donc le prêtre, enfin l'intellectuel, celui qui a accès au savoir. Bon, après, il y a les castes intermédiaires, et la basse caste, c'est les pieds, les jambes, les serviteurs.
mais les Dalits sont encore en dessous, ils sont en dehors des membres de l'être cosmique. Dans l'histoire de l'Inde moderne et des Dalits, un homme, révolutionnaire, penseur, sociologue, Bhimrao Ramji Ambedkar. Ambedkar, né dans une famille intouchable en 1891. Il a un destin exceptionnel. Il est le premier avocat dalit, docteur en droit, après de hautes études en Europe et aux États-Unis. de retour en Inde en 1917, il passe toute sa vie à servir la cause des classes défavorisées. Il est l'architecte de la constitution indienne. Il se convertit au bouddhisme et propose cette solution aux Dalits pour échapper à l'intouchabilité. Mais changer de religion ne permet pas de modifier le regard des autres. Il meurt en 1956. Dans les années 90, s'organise un mouvement Dalit unitaire, non violent, héritier de la pensée d'Ambedkar. Des quotas sont instaurés pour réserver aux Dalits une représentation parlementaire et des postes dans les emplois publics et l'éducation. En 1996, pour la première fois, une femme Dalit, Mayawati, dirige le plus grand État de l'Inde, l'Uttar Pradesh. Le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a semblé la bonne date pour une reconnaissance des droits humains des Dalits et l'abolition effective de l'intouchabilité. Une campagne est lancée en 1999. Le mouvement Dalit demande que le système des castes soit reconnu comme une discrimination raciale et inscrit comme tel dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les Dalits ne peuvent pas gagner la bataille seuls. Il est nécessaire de rallier à cette cause la solidarité internationale. Nous entrons tout juste dans une décennie de la culture de paix et de la non-violence déclarée par l'ONU et l'UNESCO. Le collectif Dalit est né en 1999. L'idée de départ, c'était de partager les expériences de terrain de trois organisations, donc France Liberté, Frères des Hommes et ADER. Oui, parce qu'en fait, Dalit, c'est pas directement intelligible pour un public européen, français. Enfin, Non, non. Terme, Absolument pas. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a été sollicité au bout d'un moment par une organisation indienne qui était venue ici pour nous parler de son expérience, pour relier une campagne internationale pour intégrer dans la Déclaration universelle des droits de l'homme la discrimination de caste comme une violation des droits de l'homme. On a commencé à réfléchir à un moyen de sensibiliser, d'informer les citoyens français à ce que pouvait être le problème des castes en Inde et en particulier du problème des Dalits. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient vraiment des Dalits en Inde. Ouais, c'est une demande, voilà. D'accord. C'est une demande. Nous, on relaie en fait une campagne, on n'est pas à l'initiative, ce sont eux qui sont à l'initiative. Je suis allée à Londres au titre du collectif pour une rencontre d'organisations Dalits qui venaient de toute l'Europe, des immigrés indiens ou d'Asie du Sud et qui sont Dalits et qui se sont regroupés en associations Dalits, aussi des États-Unis et certains venaient d'Inde. Et en fait, moi ce que j'ai trouvé surtout très intéressant, c'est la présentation du phénomène de discrimination de caste en Europe, au sein de la communauté sud-asiatique, et surtout le fait que ces discriminations augmentent de plus en plus,
essentiellement au sein de la jeune génération, les enfants des immigrés qui sont venus dans les années 60-70, parce qu'ils sont à la recherche de racines et que finalement le système des castes leur offre une identité. Eux-mêmes sont confrontés au racisme ici, et finalement ça leur donne une sorte de cadre de protection un peu, ils se retrouvent en petite communauté par caste. On assiste, d'après ce que nous disaient les témoignages, à une recrudescence même de violence, parfois très forte, contre les intouchables s'ils osent briser les tabous de discrimination de caste. Donc ça m'a vraiment frappé parce qu'on a cité des exemples très forts. Et donc il y a une demande actuellement des organisations Dalit en Angleterre pour, ils font tout un lobby, tout un travail de pression pour demander une modification de la loi anglaise pour qu'elle intègre les discriminations de caste à côté des problèmes de racisme, de discrimination homme-femme. Nous étions invités dans le cadre d'une journée Inde organisée par Amitié pour ces classes de BTS, d'ici qui travaillent depuis un moment sur l'Inde, et dont un certain nombre d'élèves vont aller en stage dans des entreprises commerciales indiennes l'été prochain. Donc, ils étaient arrivés à un point où ils voulaient présenter leur projet à leurs camarades et faire intervenir un certain nombre de gens, des entrepreneurs qui travaillent en Inde, un représentant, le conseiller économique de l'ambassade d'Inde en France, et moi. Et c'était donc un petit peu gênant puisque j'allais être obligée de présenter un aspect de l'Inde qui était totalement en contradiction avec celui qui était présenté par le représentant du gouvernement indien. C'était un petit peu difficile, d'ailleurs je voyais bien qu'il n'en pouvait plus, il avait hâte que je m'arrête parce qu'il avait besoin de dire le contraire de ce que je venais de dire. Cela dit, les étudiants étaient très ouverts à ce que je leur ai raconté et je leur ai présenté notre projet et très en gros les actions qu'on a là-bas. Je voulais vous raconter un petit peu ma mission là, puisque je viens de rentrer d'Inde il y a très peu de temps. On développe actuellement un programme de pompe là-bas pour les femmes hors caste notamment, puisqu'on travaille avec un groupe de femmes à Moudbagal. Et bon, c'est vrai qu'outre les problèmes récurrents pour obtenir l'électricité, pour en fait avoir les connexions pour les pompes, ce qui s'est passé, c'est que pour mettre des tuyaux, en fait, pour faire passer les tuyaux jusqu'au réservoir, il fallait passer par des terrains de gens de caste, puisque tous les terrains ne sont pas forcément un à côté de l'autre, les terrains des Dalits. Et bon, c'est vrai que ça a été très dur à leur faire accepter, d'autant plus que pour un réservoir, en fait, pour installer un réservoir, on avait fait des petites constructions des petites constructions en pierre, en fait, pour poser. Et bon, là, ça appartient à l'association. Mais par contre, les gens de caste, parce qu'ils n'avaient pas vraiment accepté le projet, ils ont cassé donc cette construction en pierre, ça a retardé beaucoup le projet. Et puis, bon, maintenant, c'est mieux compris parce que l'eau, elle n'était pas seulement faite pour les gens hors caste, en fait. L'objectif, c'était aussi que les autres puissent en bénéficier. Alors, même s'ils n'en bénéficient pas réellement parce qu'ils ne l'utilisent pas, en tout cas, il y a une école avec des enfants qui sont là de toutes les castes, qui prennent l'eau, etc. Donc, aujourd'hui, ça se passe mieux, mais enfin, c'est des problèmes qu'on trouve en permanence quand on agit en Inde. En fait, ça fait déjà la dernière fois, j'aurais voulu que vous interrogiez un petit peu les gens des groupes de base là-bas pour savoir quelles sont les suites qui ont été données au massacre des Dalits qui est intervenu en mars dernier dans le Kolar. C'était une situation quand même très dramatique où après qu'il y ait un jeune de caste qui a été poignardé, la riposte a été immédiate et dramatique, à savoir que les Dalits, les gens de caste sont allés dans le village, ont agressé toute la population Dalit qui s'est retrouvée piégés dans 2 maisons, ils ont jeté du kérosène, ils ont brûlé les maisons, il y a eu 7 personnes tuées et
la situation ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que la police, c'est ça je trouve ça assez fou, c'est-à-dire que la police raconte que non seulement ils ont mis le feu aux maisons, ils ont tué les gens, mais en plus de ça, la foule a empêché les pompiers d'intervenir. Pendant une demi-heure, les camions sont restés coincés et ils auraient pu sauver 2 autres personnes qui entre-temps sont décédées. Donc il y a une situation vraiment de violence extrême qui avait... 46% seulement des Dalits sont alphabétisés et 19% seulement des femmes. Il faut savoir que l'école est obligatoire, tout au moins dans la Constitution, mais que évidemment, peu de Dalits y vont. Les enfants Dalits, eux, sont obligés d'apporter leur assiette, puisque évidemment, on ne mélange pas la vaisselle pour les gens de caste et pour les autres. Et comme il le peut, et tous les enfants lavent leurs assiettes, mais les Dalits, eux, n'ont pas le droit de laver leur assiette parce qu'ils utiliseraient la même eau que les autres et que ça, il n'en est pas question. Il y a eu aussi des choses qui sont extraordinaires. Donc les femmes nous ont accueillis avec d'abord des fleurs, des pétales partout, et puis des couronnes aussi, des colliers de fleurs. Et les hommes, eux, jouaient de la musique dalit. Je ne pense pas que les femmes en jouent d'ailleurs. Et là, c'était essentiellement des tambours. Donc ils faisaient chauffer les peaux des tambours en fait au-dessus du feu. Et puis après, ils ont joué comme ça. Obligatoire. Comme le nettoyage dans la mort et dans les excréments, la musique l'est aussi. Les Dalits sont obligés de jouer de la musique dans les cérémonies religieuses des gens de caste. Mais là, et bien avant, est née une expression. Une musique profane, Dalit, elle, entièrement libre, alliée au théâtre et à la danse, et porteuse de revendications, illustrant les oppressions. Théâtre de rue pour stimuler. Théâtre pour stimuler leur mobilisation. Pour faire l'union, il donne la parole aux femmes. C'est l'écho d'une lointaine culture oubliée, des temps mythiques. Il y a aussi un courant littéraire Dalit, un langage de l'insurrection, dénonciation du sort fait aux opprimés, une percée qui gagne du terrain. La culture Dalit ne parle pas de pureté et de supériorité, mais de valeurs de justice, d'égalité et d'humanité. Elle est féconde. C'est une culture qui respecte les fruits du labeur. Les Dalits sont à l'avant-garde dans la lutte contre le système des castes. Mais des non-Dalits, de plus en plus nombreux, sont également solidaires de ce mouvement. Le combat des Dalits est un combat pour la démocratie et la justice. Il nous concerne tous, ici et là-bas. Si tous les droits de l'homme semblent partir se taire, bafoué, perdu du fond de la terre, ou au bout de cette rue, égaux perdus, c'est le même combat de ce millénaire. C'est le même combat de ce millénaire. Ose le dire, tu n'es plus seul, il faut gagner ta cause, il faut gagner ta cause. Inégalité, 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 inégalité. Inégalité, injustice, droit violé, loi factice, paria, loin en Inde, dans le mystère, là-bas,
loin sur un autre continent, non, ici chez toi, là, au présent, inégalité paria résonne sur toute la terre, même si tu n'entends pas. Ose le dire tout haut, tu n'es plus seul, il faut gagner ta cause, il faut gagner ta cause.